Vas-y, dis-nous qui Oui, tu es. bon, bah, je suis Dis-nous sur qui le tu es. canal et depuis toujours j'ai adoré peindre, dessiner et ben, de fil en aiguille, eh ben, ça est devenu mon métier. Et donc quand j'étais petite, à l'âge de 7 ans, je suis allée voir avec mon papa une exposition d'enluminure et ça m'a tellement frappée que je me suis dit un jour ou l'autre, je ferai des peintures comme ça. Ah, Parce que c'est parti des enluminures alors. ouais, partie des enluminures parce que je me suis dit, tiens, on comprend tout avec l'image, on n'a pas besoin de savoir lire, et comme la lecture, ça m'embêtait, et ça a commencé comme ça. Et puis après, donc à l'âge de 9 ans, je suis partie en Afrique, en République de Guinée, et là j'ai eu la chance de voir les animaux en liberté, c'était dans les années 1960, et on allait vers le Fouta Djallon, c'était magnifique. Et donc j'ai eu un choc, disons, de découvrir cette beauté de la vie, cette force de la vie que je ne connaissais plus, parce qu'en France, les animaux, je les avais vus dans les eaux, dans les campagnes, il n'y avait plus rien. Et là, tu les vois en liberté, là. Et voilà, les animaux en liberté. C'est une toute autre force. Voilà, Tu peux nous parler un peu quand même de ton exposition, pourquoi tu as choisi ce thème, La Fontaine, à travers les saisons? Oui, ben, c'est-à-dire que... Dans lesquelles on retrouve tes influences africaines, bien sûr. Hein. J'ai travaillé dans la presse et l'édition, j'ai fait pas mal de... travaillé dans les magazines, et à un moment donné, j'ai rencontré un éditeur, c'est un petit éditeur Cassettine, Vif Argent, qui me dit, ben voilà, je vous propose, c'était en 1988, d'illustrer des femmes de La Fontaine. Et elle, dans sa collection, en fait, il y avait 10 illustrations seulement. Et moi, j'ai regardé, j'ai lu toutes les fables, il fallait que je choisisse les fables les plus représentatives de La Fontaine pour les enfants. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fantastique, à travers les fables de La Fontaine, il y a les saisons. Et donc, je lui ai proposé, au lieu de 10 fables, 12 fables, une fable par mois. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ce livre, en fait, a été remarqué aux États-Unis par la Société Jean de La Fontaine of America. Et donc, en 1993, ils m'ont invité là-bas à faire une conférence et à exposer et à parler avec ceux qui étaient en train de faire leur doctorat de français. Voilà. On peut dire ça, tiens, tu nous suis. Oui. On peut dire que effectivement les Américains apprécient La Fontaine. Énormément. Parce que c'est quand même un esprit bien particulier. Alors excuse-moi, je vais tourner parce que là il y a toute la série de tes fables. Alors je ne sais pas si point de vue lumière ça va être bon. Ah. J'espère que oui. Tu peux rester dans le champ, hein, oui. Parce que c'est à toi, c'est ton travail. Oui, quand en même. fait, aux États-Unis, c'était fantastique parce que, en fait, il y a eu le colloque de cette société de Jean de La Fontaine of America. Et là, il y avait tous les universitaires de tous les États-Unis et du Canada qui étaient amoureux des fables de La Fontaine. Et chacun s'appropriait une fable de La Fontaine et la décortiquer à sa façon. C'était sensationnel. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'idée de faire un nouveau livre sur les fables de La Fontaine que j'ai fait justement avec ce professeur d'université, Alex Soggi, qui était le grand ami de Jeanne Moreau. Voilà. On se déplace un petit peu, qu'on regarde un petit peu tes œuvres, là, parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses. Alors je pense que les gens qui vont regarder vont reconnaître, hein, ça c'est évident. Ouais, tout ça c'est évident. Par contre, et en plus c'est tellement La Fontaine, c'est vraiment quelque chose qui m'a intrigué. C'est pas encore un fabuliste pour moi, c'est vraiment un philosophe. C'est quelqu'un qui sait parler des travers de l'être humain, et puis des bons côtés, de voir comment les travers de l'être humain se répercutent sur notre vie. Leçon de philosophie de vie. Oui, selon philosophie de vie. Alors, moi, ce que j'ai trouvé amusant, et ce que j'ai mis dans mon article, c'est que ton chêne, il a des allures de baobab déraciné quand même. Hein. Ah ouais. On revoit l'origine africaine, un peu de l'influence africaine de tes œuvres. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme en Afrique, le soleil est très fort, la lumière est très forte? Ah oui, c'est vrai. À l'inverse des peintres hollandais qui avaient des nuances de lumière et d'éclairage dans leurs tableaux, où ça leur permettait d'avoir des clairs-obscurs, d'avoir des ombres,
Je remarque que toi, tu fais un peu comme les peintres africains, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs, mais en fait, c'est pas tellement de la lumière. La lumière provient des objets, provient des sujets. Pas tellement de l'éclairage du soleil qui étale des ombres, qui donne des reliefs aux choses. Hein, c'est, par exemple, si tu veux me suivre, je crois que tu as des bons petits exemples là, justement, dans ton bestiaire africain. Et là, je crois que c'est assez évident. Là, c'est clair. Hein, toute la lumière provient de la couleur des sujets. Bon, je dis peut-être une grosse connerie, Si, hein, si, mais c'est comme ça que je le ressens. En fait, c'est vrai qu'en Afrique, Il y a très peu de contraste finalement. Bon, c'est-à-dire que comme il y a effectivement on est écrasé de lumière. Le soleil, il est directos, donc en fait, les couleurs sont beaucoup plus fortes. Le rouge que vous allez voir peut-être en Suède, et le même rouge que vous verrez en Afrique, il n'aura pas la même intensité. Ah bah tout à fait. Là, c'est évident. Ça nous rappelle, on en avait déjà discuté une fois, je ne sais pas si tu te souviens, tu nous rappelles un petit peu le douanier Rousseau aussi. Hein. Le douanier Rousseau, lui, c'est-à-dire, Amène-toi dans le champ. Mets-toi dans le champ. Il était le directeur du muséum d'histoire naturelle. Je suis un peu sombre. Et en fait, il est tombé amoureux de ces animaux sauvages. Ah oui, c'était ça l'histoire, d'accord. Il est tombé amoureux. Tu peux le rappeler, hein. Alors au début, quand il a fait, disons, c'était un peintre naïf qui n'avait pas fait les écoles, il faisait des personnages. Et c'était, il n'a pas eu cette reconnaissance. C'est quand il a commencé à faire cette jungle où là les marchands sont venus. Et en fait, l'histoire véritable que j'ai entendue, parce que je connaissais, j'ai rencontré François Gillot, c'était que Picasso, il en avait marre de voir. Le douanier Rousseau venait toujours lui demander alors c'est bien mon tableau, est-ce que c'est bien, que c'est pas bien, et alors il dit bon, au lieu de préparer une exposition, il va recevoir sa claque, il va me laisser tranquille, et paf, ce fut le contraire, et les marchands sont venus, et donc ça a été vraiment la reconnaissance de son travail. C'était rare à cette époque-là qu'un autodidacte. Ah bah complètement, oui. Je crois que c'est dans l'histoire de l'art, c'est le seul qui commence à. Que les marchands se. Bon, après, effectivement, ça a été. Et moi, en fait, donc j'ai eu le même coup de cœur d'une façon différente, mais en Afrique, à l'âge de 9 ans, quand je suis partie avec mon papa sur les pistes du Fouta-Djallon. Surtout là, quand on est enfant, on est très marqué par tout ce qui nous entoure. Hein. Oui. Proust, lui, c'était les madeleines. Moi, c'était les animaux. Alors, je voudrais rappeler que des choses pour les gens qui vont nous regarder là sur la page Facebook. Oui. Tu nous confirmes, hein, tu fais partie des artistes qui vont ouvrir leurs portes le 1er et le 2 octobre. Oui. Pour les portes ouvertes des ateliers d'artistes de la Bassée du Montois. Absolument, oui. Donc toi, tu es à Gouet, hein, tu es en bas de l'avenue de la Gare. Atelier porte ouverte. Je ne sais pas si on a autant de perspectives chez toi qu'ici pour voir l'étoile, finalement. Oh bah non, parce que c'est... Là, on a vraiment du recul. C'est un atelier, donc chaque atelier d'artiste, c'est très encombré, il y a plein de tableaux, il y a des bouquins, c'est sûr, c'est un lieu de travail, hein, c'est pas un lieu d'exposition. Là, disons, l'atelier, c'est pour montrer comment, en fait, l'atmosphère de l'artiste. Ah, faut qu'on rentre dans oui, absolument. On rentre dans ton antre, on rentre dans ton atmosphère, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est important de montrer comment travaillaient les artistes. En général, là, il y a des photos qui étaient des photos du... comment il s'appelait ce grand photographe? Cartier-Bresson. On voit les photos des gens qui étaient des écrivains, etc., qui étaient photographiés dans l'intérieur. Ils n'habitaient pas dans des trucs spacieux et tout, bien sûr. On voit les écrivains, les lieux étaient lézardés, ils vivaient... chichement, on peut le dire. Chichement, voilà, c'est ça. On peut rappeler aussi que là, ici, tu es dans la bibliothèque, donc à l'Imperfite, à 23 rue du Marais à Provins, et que ton exposition est visible jusqu'au 24 octobre. 24 octobre. Aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Bon, je l'ai mis dans mon annonce, mais je le rappelle là. D'accord. Les gens, si vous voulez venir voir son exposition, n'hésitez pas, elle sera très heureuse. Et ça de vous accueillir. Il y a beaucoup de couleurs. De vous accueillir, et comme ça, même avec les enfants, comme ça on parle un petit peu des fables, des animaux, et en même temps on fait une jonction avec
ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la défense de la faune et de la flore, la disparition de la biodiversité. Et parce qu'en fait, tout se lie en fait, si on réfléchit si bien, parce que même La Fontaine, quelque part, en prenant l'exemple à travers cette faune et cette flore, il est précurseur parce qu'en fait, il parle de quelque chose qui maintenant est en danger. Et ça, c'est... C'est ton mot de la fin? Ouais. Merci. Merci, maître. Je peux t'appeler maître? Merci. Merci beaucoup. Merci Alain.